Alors, si on m'entend à la régie, je vous propose, si vous m'entendez à la régie, que l'on mette le visuel créé par Éléonore Tranchant de la première table ronde, le temps de patienter encore quelques secondes pour l'arrivée de notre grand témoin, s'il y a moyen, que l'on peut-être reconnecte ton visuel, Éléonore, parce qu'il était tellement riche qu'on aura le temps de l'analyser tranquillement. Vous pourrez commenter et voir toutes les subtilités de son travail de facilitatrice graphique. Éléonore Tranchant, merci beaucoup. Et merci à l'équipe technique de Lille Grand Palais. J'en profite pour les remercier, au son, à la lumière. Vraiment, la lumière, le son sont excellents. Je vous remercie. Je suis très contente de pouvoir officier avec ce professionnalisme. Merci beaucoup. Donc voilà, regardez encore une fois ce dessin. C'est plus qu'un dessin, c'est carrément un reportage en soi de cette table ronde en quelques images, quelques mots clés. Et outre notre facilitatrice graphique, nous voulions également remercier plusieurs autres personnes, mais déjà celle-ci, à savoir à la vélotypie Voxa Direct et à la retranscription Julien Dubois. Je pense qu'on peut les applaudir parce qu'ils font un énorme travail. Vous avez pu observer déjà ce matin. Merci beaucoup pour vos encouragements. Et dans quelques instants, on va accueillir l'équipe qui nous a sustenté ce midi, à savoir le traiteur Les Papillons Blancs d'Hazebrouck. Ils vont venir, là ils sont en train de, je crois, de débarrasser, de désinstaller, mais on peut peut-être déjà les accueillir, les encourager, ils vont nous entendre et nous rejoindre dans quelques instants. Ils vont venir sur scène pour que vous les remerciez à nouveau. Ils vont arriver. Alors, en régie, préparez-vous à lancer la musique. L'équipe traiteur va faire son apparition dans quelques secondes. Et vous aussi dans le public, un tonnerre d'applaudissements pour
Hasbrook Traiteur, les papillons blancs. Entrez, s'il vous plaît. Nous vous attendons. Venez sur scène, venez. Approchez-vous. Approchez-vous. Super. Merci. Qu'on vous voit bien, ne vous cachez pas, venez, venez. Mettez-vous en ligne. Allez-y. Allez, très bien. Alors, qu'en avez-vous pensé de ce cocktail déjeunatoire? Waouh, unanime, très bien. Bon, qu'est-ce qui vous a inspiré le menu? Qui nous dit 2 mots? Qui est porte-parole? Allez-y, on vous écoute. Qu'est-ce qu'on a pu déguster ce midi? Un petit topo, un petit compte-rendu. Qu'est-ce qu'il y avait? Les navettes, Ouais. il y avait les virines, le coca, le café. Ouais, le dessert, le salé, le Voilà, sucré. sucré et salé. Ça allait pour servir tout ce monde, tout ce Oui. beau monde? Oui. Oui. Et pour vous les autres, monsieur, comment s'est organisé ce cocktail? Bah, nous, on en fait régulièrement tout au long de l'année, donc c'est vrai que bon, on a un peu l'habitude. Mais c'était la première fois au Grand Palais, donc voilà. D'autant mieux. Bon, alors qu'est-ce qu'il y avait à peu près de proposé? Il y avait du poisson, enfin du... Bon, il y a un peu de tout, en fait, on essaie de faire selon la demande du client, donc il y a du salé, il y a du végétarien, il y a du poisson, enfin voilà, et du sucré aussi. Pour tous les goûts. À la fin, voilà. Présentez-nous l'équipe. Aujourd'hui, on a 3 moniteurs, donc, dont moi, Oui. Karine et Sandrine, et après toutes les personnes accompagnées qui travaillent au pôle restauration à Hasbrook, donc à l'ESAT, entre la cuisine centrale et le restaurant La Balandenne. Complètement. C'est une structure où ils apprennent ces métiers-là? C'est ça, nous on les accompagne au quotidien en fait dans la restauration, donc que ça soit donc en cuisine centrale ou dans les restaurants ou en traiteur à l'extérieur. Êtes-vous satisfait de tous ces membres de votre équipe? Très. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont de plus, de bien? Bah, tout le monde y est très investi dans ce qu'il fait. Et, de toute façon, on le voit, ils sont toujours souriants et voilà. Et ça fait quelques années qu'ils travaillent avec nous. Merci infiniment, on peut encore une fois les applaudir. De rien. Merci. Bon après-midi. Bon après-midi. On peut les raccompagner en musique peut-être. Merci à tous. Je scrute juste pour savoir si Denis Piveteau est dans les parages. Sinon, je vous propose quand même, on va débuter. On va commencer parce que j'ai vraiment besoin que vous entendiez les témoignages de cette 2e table ronde et de la 3e, bien entendu. Mais voilà, par égard pour eux, débutons. Si vous voulez bien, on va accueillir en musique les différents intervenants de notre 2e table ronde sur comment on devient acteur de sa structure. S'il vous plaît, accueillez Christine Trept, qu'on ne présente plus. Christine, installez-vous où vous le souhaitez. Parfait. Cécilia Ball, présidente du Conseil de vie sociale à l'Institut médico-éducatif IME Louis Flao, Liévin. Je vous demande également d'accueillir Carole Bileka, trésorière au groupement d'entraide mutualisée, GEM, du Caportus. Carole, avec son comité d'encouragement. Carole, installez-vous ici, s'il vous plaît. Accueillons également, s'il vous plaît, Benjamin Joly. Il est chef d'entreprise d'une entreprise pas commune, BG Drone. On va en savoir un peu plus dans quelques instants. Prestataire d'imagerie aérienne. Voici Benjamin Joly. Bienvenue, Benjamin. Et j'invite également Tony Antunes, président du CVS à l'établissement et services d'aide par le travail l'ESAT, aux ateliers Maléco de Lille Fives. Venez, Tony. Et nous laisserons la place à côté d'Anthony pour Denis Piveteau, qui arrive d'ici peu. Allez, tournons-nous directement vers Christine Trept. Christine, quel regard portez-vous
sur la matinée déjà. Oui, je vous donne, allez-y pour le micro, pardonnez-moi. Cette matinée, cette première table ronde était très intense, très intéressante, effectivement plus politique. Qu'en retirez-vous comme enseignement? En tout cas, je commence par m'excuser. Envers les représentants des personnes âgées j'ai l'impression, oublié un peu ce matin. Pourtant, la majorité des personnes qui sont accompagnées par nos établissements de services médico-sociaux sont des personnes âgées et pas les personnes handicapées, heureusement. Ça veut dire que la majorité de nos concitoyens dans l'Hauts-de-France travaillent, font leur vie et deviennent une personne âgée avec toutes leurs dépendances et les besoins qui s'y ajoutent. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pour moi, et je voudrais rester dans l'approche du directeur de notre offre médico-sociale de l'Agence régionale de santé qui disait le verre à moitié plein. Oui, d'accord, ces derniers temps, nous avons entendu parler d'un certain nombre de problématiques dans des établissements personnes âgées, des établissements personnes handicapées. Pour moi, sans diminuer la complexité et la gravité, c'est aussi le signe que la personne, aujourd'hui, la personne âgée, la personne handicapée, devient acteur de sa vie et de son parcours. Il y a peut-être 20 ou 25 ans, je ne suis pas sûre qu'on en a entendu parler. Ça se réglait en privé, dans le cabinet ou dans le bureau du directeur. Moi, je pense que c'est une belle preuve qu'aujourd'hui, les personnes accompagnées, les personnes fragilisées, hein, parce que bon, on est aussi, quand on est handicapé ou devient âgée dépendante, on est aussi une personne fragile, mais on ose de dire quand ça ne va pas. Et je pense que ça, pour moi, dans toute cette complexité et dans toute cette gravité de ces affaires qu'on a entendues, c'est une belle preuve de dynamique de la personne. Merci. Hein, sans faire du jugement, ni aucun à tort ou à raison. Une personne handicapée, une personne âgée, accompagnée par un service ou un établissement médico-social, est une personne à part entière, un citoyen. Et c'est là où nous avons quelquefois aussi des petits problèmes avec nos professionnels qui, dans leur professionnalisme, dans leur accompagnement et dans leur vouloir bien faire, quelquefois oublient que la personne, on pourra peut-être lui poser la question, ce qu'elle pense de tout ça, ce qu'on peut mettre en place, qu'on peut proposer, comment on organise. C'est là où je pense l'autodétermination va jouer un énorme jeu et un enjeu pour nous tous, parce que comme on dit, comme il dit notre titre aussi, hein, de la naissance, malheureusement, nous avons aussi des personnes de moins en moins, mais aussi des parents qui ont un enfant qui naît handicapé et qui va être affronter pas que du handicap, mais aussi avoir besoin d'un accompagnement médico-social dès le départ. Heureusement, nous avons aussi des personnes qui rentrent dans le système médico-social parce qu'ils deviennent âgés et qu'il y a un certain nombre de tâches ou des quotidiennes qui deviennent difficiles. Et on a aussi les personnes handicapées, voilà, qui le deviennent. Il faut quand même le dire, 80% des personnes en situation de handicap le deviennent au cours de leur vie. Hein? Nous ne sommes pas tous nés avec un handicap. 80% le deviennent et ont eu une vie avant tout à fait normale, professionnelle, privée, avec des enfants. Et ça,
Et une troisième chose que je pense qu'il faut, où ça me tient à cœur de le dire, on parlait ce matin de l'adaptation, de l'intégration des personnes. Je pense qu'il n'y a pas aucun citoyen en France qui adapte plus que la personne handicapée ou fragilisée d'une manière ou d'une autre parce qu'elle n'a pas le choix. Ou ici, c'est pas là. Ici, ce n'est pas le bâtiment, comme pour mon cas en premier, parce qu'on dit toujours handicap, on va le fauteuil en premier. Mais on a tellement de difficultés, des différences. On parlait des autistes ce matin, on parlait des personnes malvoyantes. Où c'est la société qui n'est pas prête, qui fait obstacle, et on s'adapte. C'est comme pour les élections. Hein. Monsieur Chevalier a bien eu raison de dire oui, mais ça n'empêche pas. Handicapé, on peut voter n'importe quoi, mais on n'a pas besoin d'être handicapé pour voter n'importe comment. Voilà, je pense qu'il n'y a pas personne plus adaptable, plus souple dans ce monde qu'une personne handicapée ou une personne âgée qui a pris conscience qu'elle a besoin, à un moment ou à un autre, le soutien du secteur médico-social. Christine Trepp, merci beaucoup. Encore peut-être une question, on peut l'applaudir évidemment. Merci. C'est une journée régionale des droits des usagers. Pourquoi encore des journées des droits des usagers? La 8e, là. Parce que, comme on le disait ce matin, et comme on entendait les intervenants du public ce matin aussi, il y a encore beaucoup de choses à faire. Les personnes en situation de handicap, on était contentes quand la loi du 11 février 2005 était votée. Et on s'est dit, ouais, bah oui, dans 10 ans, tout est accessible. Vous voyez où est-ce qu'on est. Ça veut dire, et maintenant, on s'aperçoit, ce n'est pas que le bâtiment, c'est l'accessibilité dans toute sa largeur qui pose un problème pour des personnes qui ont une déficience d'une manière ou d'une autre, ou une dépendance. On parlait aussi ce matin de l'accès à la santé, mais on voulait un peu sortir de notre cadre parce que nous sommes une commission spécialisée droits des usagers normalement dans le domaine de la santé. Sauf que aujourd'hui, la santé ou son parcours de vie, la santé ne peut pas se maintenir que avec le système sanitaire. Le secteur médico-social, les établissements et services médico-sociaux sont une partie prenante, une partie importante de notre santé, de santé de toute personne qui a besoin de soutien. Et c'est parce que le médecin, d'accord, on parle de guérison, on parle mais derrière, il y a des suites. Ce n'est pas le médecin qui va venir à domicile, c'est l'auxiliaire de vie, si la personne en a besoin. On parlait de la tutelle ce matin et des difficultés des familles éventuellement. Oui, il existe des associations, encore il faut les connaître. Ce sont des droits. Ce sont des droits qu'une personne peut en avoir qu'aujourd'hui, qui sont encore malheureusement méconnus, malheureusement, et qu'il y a un certain nombre de nos concitoyens qui ont des empêchements, parce qu'on parle d'empêchement, à l'ONU on parle d'empêchement, qui ne peuvent tout simplement pas vivre leur vie comme ils le souhaiteraient, avec toutes leurs déficiences qu'ils ont malheureusement doivent supporter et qu'ils n'ont pas choisi. Et je pense à ça, même si la société change, on a toujours un peu de mal parce que voir quelqu'un, le handicap fait peur, la dépendance fait peur, et ce qui fait peur, on préfère ne pas le voir. Et je pense que c'est important aussi que ça s'ouvre à la société, qu'on s'ouvre, qu'on trouve les enfants, oui, qui crient, mais tous les enfants crient à l'école, hein, pas que, voilà. Qu'on peut avoir des personnes avec une trisomie servir dans un restaurant, voilà. Là, nos serveurs de l'ESAT qui ont fait très bien leur travail aujourd'hui, et qu'on peut avoir des travailleurs dans une entreprise sans problème, malvoyance, parce qu'il y a des adaptations.
Mais il faut avoir la volonté et c'est pour ça que nos journées sont toujours encore utiles. Aussi longtemps qu'ils sont là, ça veut dire qu'il y a toujours du travail. Absolument. Merci Christine Trept. On peut encore l'applaudir pour cette énergie et cette mobilisation. Merci Christine Trept. Et je remercie et je m'excuse auprès de Denis Pifteau que nous ayons dû débuter. Est-ce que vous voulez bien nous rejoindre sur scène, s'il vous plaît, à nos côtés, dans un des fauteuils? Applaudissez Denis Pifteau, notre grand témoin, fil rouge de cette journée. Merci Denis. Merci. Et je vais me tourner vers Cécilia, ma voisine de gauche, Cécilia Ball, est donc présidente, voilà, attrape le micro. Je me permets de te tutoyer, Cécilia, car Cécilia a 19 ans, donc je pense que je peux me permettre de te tutoyer. Présidente du Conseil de vie sociale à l'Institut, comme je le disais, médico-éducatif Louis Flao de Liévin. Et vous allez voir à quel point Cécilia est organisée dans son travail au CVS, à tel point que l'interview que je vais réaliser a été décidée par elle-même. Voici, donc j'ai mes questions et elle a ses réponses. Donc nous allons débuter cet entretien toutes les deux devant vous. Ça vous va? Oui. Bon, j'espère. Alors Cécilia, peux-tu te présenter en quelques mots? Quelles sont tes passions? Bonjour à tous, je m'appelle Cécilia Ball, j'ai 19 ans et je suis animée de Louis Flao à Liévin depuis 4 ans. Mes passions, c'est j'aime dessiner des mangas et écouter de la musique, mais que je fais dans la vie, je fais du cosplay. Du cosplay, ça veut dire vraiment qu'on se déguise en manga comme une perruque, se maquiller, puis vraiment les robes du manga. Voilà. Absolument, vous connaissez le cosplay, hein. C'est connu maintenant, et tu l'as très bien expliqué. Pourquoi as-tu accepté ce rôle de présidente de CVS? Je veux aider mes camarades et répondre à leurs questions. Je n'ai pas peur de prendre la parole. Très bien. Comment, alors, peux-tu nous en dire plus sur comment tu t'impliques dans ton établissement? Je participe aux commissions menus, je donne mon avis sur le menu, je fais des propositions, je rappelle les demandes qui ont été faites au CVS. Ça, c'est pour la commission menu. Oui. Et ça ne s'arrête pas là. Je peux participer au conseil de discipline. Je donne mon avis sur le comportement des élèves et je fais attention à ce que la sanction soit juste et respecter le droit des usagers. Voilà. Cécilia fait très attention à ce que même dans ce conseil et surtout dans ce conseil de discipline, le droit, là aussi, des usagers soit respecté. Alors, la commission menu, le conseil de discipline, tu as d'autres missions. Lesquelles? Je participe au conflit vie d'établissement. On fait une réunion avec tous les délégués et les suppliants et on met en place les actions qui ont été acceptées au CVS, planning du baby-foot, la boîte à idées, le tri de la malle, où on organise des projets comme le cross. Voilà pour le copil de la vie d'établissement, mais tu as aussi une autre fonction, laquelle? Je propose aussi un atelier coiffure au marché de Noël. Je propose mon idée quand il y a des projets de fête. Pardon. Oui, totalement. Alors le CVS, qu'est-ce que c'est à tes yeux? Peux-tu nous expliquer? J'écoute les élèves, je prépare des questions à poser à la direction avec tous les élèves. On fait des propositions, changer les plateaux de la cantine, repeindre les réfectoires, organiser une activité. Puis ça continue, ça ne s'arrête pas là. Le jour du CVS, on pose des questions à la direction et nous répond avec un code couleur. Est-ce que tu peux nous parler maintenant du code couleur, par exemple? Au CVS, on utilise un code couleur pour répondre aux questions afin de bien comprendre
les informations données et écrire plus facilement. Le code couleur rendu. Vert, demande acceptée. Jaune, demande en attente ou peut-être. Rouge, demande refusée et nos failleux joker. Il faut réfléchir. En bleu. En bleu. Voilà, il y a vraiment ce code couleur, hein, vous l'avez bien compris, vert c'est accepté et rouge c'est refusé, mais il y a le joker, il y a le peut-être en jaune. Alors Cécilia, quelle est la suite? Comment tu vois la suite pour toi? Je fais mon choix d'atelier pour préparer mon métier pour plus tard. Je fais de l'alternance, stage à l'IME pour préparer ma sortie. Je voudrais travailler en ESAT en cuisine. Voilà, pour l'entretien préparé par Cécilia avec Cécilia. Je vous demande de l'applaudir parce que c'était un très beau travail. Merci. Je vais m'approcher de ta référente. Je peux venir vers vous. Vous pouvez peut-être venir aussi. Je vais vous donner le micro, je vais me permettre, pour vous demander votre point de vue sur le travail de Cécilia. Vous l'avez très bien accompagnée. Présentez-vous. Donc bonjour, je suis Estelle Brunet, la directrice de l'IME de Liévin. Et donc le regard que je porte sur Cécilia, eh bien, c'est un regard capacitant. C'est-à-dire que c'est une jeune femme qui a saisi les opportunités qui sont créées. Et je pense qu'effectivement, quand on permet la prise de parole, quand on adapte, et c'était aussi l'illustration aujourd'hui, c'était de l'aider à préparer cet entretien, parce qu'être assise là à la table ronde, c'est un exercice qui n'est pas simple pour Cécilia, mais elle a accepté à condition que l'on prépare ensemble. Ça veut dire que quand on adapte, quand on donne du soutien, eh bien, effectivement, on peut tout à fait prendre sa place, et c'est une grande fierté qu'une élève de l'établissement que je dirige soit ici pour parler elle-même, effectivement, des droits des usagers. Merci infiniment, merci à vous pour ces propos. Oui. Où est passé le micro? J'utilise, bon voilà, j'ai la chance de pouvoir attraper un micro comme ça. Je vous remercie beaucoup parce que je remercie Cécilia d'abord, je remercie toute l'équipe de l'IME parce qu'on sent que c'est un projet collectif qui est porté à la fois par l'équipe de l'IME et puis évidemment par Cécilia elle-même. Et je voudrais attirer votre attention sur le fait que là où, ensemble, Cécilia, des professionnels qui l'accompagnent, ont ce projet de maîtriser la prise de parole en public, ils nous apprennent à nous à écouter. Ils nous apprennent à écouter. Parce que je peux vous promettre que ce que disait Christine tout à l'heure était passionnant, tout le monde l'écoutait, mais là, je n'ai pas entendu une mouche voler pendant que Cécilia parlait. Voilà. Donc, quand on dit qu'il y a de la réciprocité, il faut mesurer à quel point on est aussi amené à sortir un peu de nous-mêmes et à avoir un niveau d'exigence d'écoute auquel nous hissent les personnes qui, comme Cécilia et l'équipe qui l'entoure, nous incitent. Voilà. Donc je vous remercie tous. Merci, vous avez entièrement raison d'avoir souligné cet aspect. Merci Denis Pifto. Eh bien voilà, le micro est arrivé à Carole Bileka. Carole Bileka, présentez-vous en quelques mots. Là, on a préparé, mais c'est un peu impromptu. Donc c'est vraiment une discussion. Mais Carole Bileka a été victime d'un AVS. C'est bien cela, il y a quelques années. Un AVC, pardon. Un AVC il y a quelques années. Racontez-nous comment vous avez rebondi et où cela? Je m'appelle Carole Bileka, j'ai plus de 50 ans, moins de 60 ans. Oui. J'étais victime d'un AVC le 20 octobre 2010. Parlez bien dans le micro. Non, j'étais victime d'un AVC le 20 octobre 2010. Ça a bouleversé ma vie. Avant, j'étais secrétaire médicale. C'était un métier qui me plaisait beaucoup. Bon, enfin, j'ai tout perdu. Après, je me suis sentie mal un matin à mon travail. J'étais fort fatiguée. Et puis, je suis tombée. Et puis, voilà. Puis, après, c'était fini. Je suis restée 8 mois à l'hôpital. Déjà, quand je suis
quand je suis allée à l'hôpital le jour de mon AVC, bon, j'ai beaucoup attendu, ce qui fait que bon, les séquelles ont été très importantes. Je suis tombée dans le coma et puis je me suis réveillée, mais j'étais complètement aphasique. Je parlais plus, je me déplaçais plus, j'étais en fauteuil roulant. Bon. Et puis je suis restée 8 mois à l'hôpital. Bon, après je suis rentrée. Bon, ça a été très très compliqué. Quand je suis rentrée, bon, je voulais plus voir personne. Pardonnez-nous. Et on fait une pause. Et, je vais donner un micro. Ouais, on peut l'applaudir. À Cindy. Merci. Cindy, Brahim va nous aider à compléter si c'est... Voilà, si vous voulez bien vous présenter en quelques mots. J'ai des larmes aussi. Oui. Cindy Brahim, quelle est votre fonction au sein du GEM? Vous êtes Alors, moi, je suis coordinatrice du GEM. Donc, le GEM, c'est un groupe d'entraide mutuelle pour personnes cérébro-lésées, donc qui ont eu un AVC ou un traumatisme crânien. Quelqu'un aurait un mouchoir? Pardon, à continuer. C'est une association qui est portée par un gestionnaire du médico-social et une association marraine. Donc, le groupe d'entraide mutuelle, il vise à lutter contre l'isolement et se retrouver entre personnes qui ont vécu des difficultés similaires. Donc là, dans le cas de Carole, un AVC. Donc, l'idée du GEM, c'est d'essayer de reconstruire ce qu'on a perdu, de s'entraider, de lutter contre l'isolement et de partager pour, à terme, on parle beaucoup d'autodétermination, c'est faire des choix et puis être acteur. Donc moi, je suis là en soutien, mais c'est vrai que le GEM, Carole est trésorière, donc c'est elle qui a une grosse responsabilité, puis elle a énormément de compétences. Et voilà, c'est vraiment beaucoup de chaleur humaine et puis d'histoire. C'est vrai que Carole, du coup... L'autodétermination, ça suppose d'apprendre à prendre des décisions, c'est-à-dire faire des choix, des choix de vie, des choix de projet, d'essayer de... Alors, vous avez Carole, mais moi j'ai une trentaine d'adhérents, tous avec des histoires de vie fortes. À Amiens, hein. C'est Amiens? Sur Amiens. Oui, sur Amiens. Et au GEM, il y a beaucoup de bonne humeur. Oui. C'est vrai que c'est difficile parce que quand on écoute Carole, forcément que ça touche. Mais on rebondit, on s'entraide, il y a de la bienveillance, la bientraitance, parce que voilà, on a parlé de maltraitance, mais je remercie la direction qui est derrière moi parce que... Moi aussi. Et aussi, tu avais un message pour notre financeur aussi. Ah oui. Carole, reprenez la parole. Vous voulez remercier quelqu'un en particulier ou un partenaire? Je remercie l'AREST qui nous finance. Et je remercie aussi M. Julien. Où est-il? Ils sont là, il est là. Alors, quel est votre rôle? Vous êtes trésorière, mais pas seulement, je crois. Vous gérez d'autres choses. La conciergerie, on m'a dit? La conciergerie. Alors, avant, j'étais après des années, au bout de 6 ans, j'ai rebondi. Oui. Parce que je ne parlais pas du tout. J'ai rebondi. Complètement. J'ai recommencé à parler. Oui. J'ai recommencé à marcher. Et je suis rentrée à l'ESAT. J'étais dans le conditionnement et puis très vite j'ai été sollicitée par le service finance. Oui. Ça m'a complètement changé. Oui. Les collègues maintenant étaient très bienveillants. Enfin, bref, ça m'a redonné confiance en moi. Voilà. Après, Monsieur Julien,
il m'a proposé le service conciergerie. Ah, voilà. Alors, c'était un nouveau service qui commençait. Bon, j'ai accepté, comme d'habitude. Et on rend service au conseil départemental, puis à l'EPSOM, bien entendu, on va chercher des paniers de fruits, des repas, puis des choses spéciales, bien comme pour la fête des mères, tout ça. Enfin, bref. Et puis, et après, en 2018, il y a eu un appel à projet du GEM, du groupement d'entraide mutuelle, auquel j'ai été voir comme ça. Et puis, ça m'a intéressé vraiment. Et puis, M. Julien m'a proposé d'être trésorière. Ce que j'ai fait encore une fois. Vous avez dit oui. Et puis voilà. Alors maintenant, je me retrouve beaucoup dedans parce que tous les adhérents, ils ont eu le même problème que moi. On s'entraide, on parle, on s'engueule, tout. Mais vraiment, c'est très... c'est une bienveillance. Et puis, comme moi, j'ai rebondi. Oui. J'aide les adhérents à se dépasser. À se dépasser, à faire de même. Voilà. Vous êtes un exemple, un vrai modèle. Pourquoi avoir accepté cette mission de trésorerie? Qu'est-ce qui vous plaît dans ces côtés financiers? J'aime bien tout ce qui... tout ce qui est argent. Oui, gérer les comptes, c'est très, très intéressant. Alors bon, oui, il faut, ça, puis, bien. Ouais, puis quand on se retrouve avec Cindy, on voit ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, et puis voilà. Bien sûr. Voilà. Cindy, quelles sont les qualités de financière de Carole? Elle a une bonne expertise. C'est vrai qu'elle arrive à anticiper les dépenses. Elle arrive à organiser un prévisionnel des dépenses. Elle retoque quand ça ne va pas. Elle essaie de décrocher des tarifs abordables quand on fait des sorties. Elle a des idées, mais c'est les membres du GEM. En fait, la parole, elle est pour tout le monde. Hein. C'est vraiment une organisation d'adhérents autour d'un projet commun avec des difficultés communes. Et c'est vraiment tout le monde à la parole. Moi, je suis là en soutien. Moi, je suis pas décisionnaire. C'est vraiment l'autodétermination. C'est eux qui font les choix. Et moi, je les aide, je les oriente. Mais... Vous confirmez, Carole, vous êtes vraiment l'autodétermination qui vous aide à reprendre du sens dans vos vies? Voilà, c'est ça. C'est ça. Puis maintenant, je sais pas, je suis un peu fière de moi quand même. Ah oui, il faut. Un peu. Merci. Ouais, merci. Voilà, je propose qu'on laisse Carole, et merci Cindy pour ses propos. Je vais venir reprendre le micro ou apporter-le. Je vais enchaîner avec notre prochain intervenant. Il est à ma droite. Bonjour Benjamin. Alors Benjamin Joly, je vais vous tendre le micro, vous poser plein de questions, petites questions sur votre parcours. Alors vous avez quel âge pour commencer? J'ai 23 ans. Je m'appelle Benjamin Joly et j'ai 23 ans. Parfait. Alors vous avez un métier pas comme les autres, une micro-entreprise pas comme les autres. Est-ce que vous pouvez nous la décrire et ensuite on va raconter comment on en est arrivé là? En fait, j'ai ouvert une micro-entreprise de télépilote de drone. Je propose mes services dans l'événementiel, tout ce qui est mariage, baptême, anniversaire, journée sportive, etc.
Voilà, une société de drones, vous êtes droniste. Une passion qui est née à quelle époque? Je crois peut-être quand vous étiez enfant, c'est ça? C'est arrivé en 2017, quand à l'IUM de Liévin, on a testé les drones de loisirs pour s'éclater. Et M. Vidiac, l'ancien directeur, qui lui rend un petit hommage, qui nous a quittés assez tôt. Et voilà. Et alors, comment on réalise son rêve? Par quelles étapes vous êtes passé? Déjà, quand j'étais plus jeune, je n'avais pas d'avenir professionnel. Je me disais, travailler avec mon handicap, ça aurait été difficile. Mais un jour, on m'a proposé l'atelier drone pour passer une formation pour devenir pilote professionnel. Et je me suis dit, allez, on va se battre et puis on va réussir. Et vous avez réussi. Alors, il faut savoir que pour passer un examen de pilote de drone, c'est pas chose aisée, c'est une épreuve. Oui, ça demande beaucoup de révision, surtout de rigueur. Que c'est un métier, c'est pas un métier facile, qu'il y a des réglementations à respecter, il faut faire des déclarations, ça demande beaucoup de travail. Racontez-nous le jour de l'examen, qui est un examen au même titre que les commandants de bord d'A380. Déjà, quand on voit plusieurs, la police, la gendarme, etc., c'est impressionnant. Et puis déjà, la salle elle s'appelle Benjamin, parce que la dame qui m'a passé l'examen, elle était impressionnée de mon travail. Effectivement, la salle de la DGAC, c'est ça? Où vous avez passé l'examen qui dure une bonne heure. Il n'y a eu aucun traitement de faveur pour Benjamin. Il l'a passé au même titre, sans aucune facilité d'organisation. Et il a eu l'examen, alors pas du premier coup, vous m'avez avoué, parce que la première fois, vous y êtes allé un peu à la rigolade. C'est-à-dire? En fait, moi, je croyais que ça aurait été facile. Mais en fait, quand on arrive dans la salle, c'est impressionnant. Et alors, le stress, il m'a bien attaqué. Donc, vous n'avez pas lâché et on a retenté, c'est ça? Oui, j'ai retenté une deuxième fois et j'étais plus concentré et moins stressé. Alors, j'ai réussi à avoir l'examen. Bravo. Ah, franchement, moi, je pense qu'on peut vraiment l'applaudir. Tout le monde n'est pas capable de cela. Vous avez le titre de pilote professionnel, c'est ça, de drone, et vous aviez depuis toujours, et vous avez toujours la tête, voilà, dans les étoiles. C'est un métier mais c'est un métier de rêve pour vous. Oui, ça me permet de m'envoler. Et voilà, et puis après, je voulais aussi vous dire aussi, le drone m'a beaucoup aidé côté santé, parce que j'ai pas pensé à la maladie. Puis grâce à ça, la maladie est moins avancée. Absolument, ouais, merci. Ouais. Benjamin, il m'avait dit en préparant l'entretien, il m'a employé cette expression qu'il a un peu redit là, il dit « je me sens volé ». Grâce au drone. Et grâce à cette entreprise, donc BJ Drone, comme vous l'avez compris, il propose des prestations d'événementiel, de mariage, d'événements en tout genre. Quel genre d'événements vous m'avez dit? Mariage, baptême, tout type d'événements. Alors, je reviens sur l'examen. Qu'est-ce qu'il y avait comme notion? Fallait s'y connaître en quoi? Avoir potassé quels aspects? Côté météo, la navigation, la réglementation, je sais plus. Les lois de la physique aussi. Oui, tout ça, plein de thèmes. Aujourd'hui, de quoi avez-vous besoin pour que l'entreprise BJ Drone décolle, si je puis dire? À l'heure actuelle, c'est compliqué parce que en fait, j'ai besoin d'un accompagnement pour me conduire, pour faire le matériel, pour mes soins. Et à l'heure actuelle, je n'ai pas tous ces aides que la GFIP veulent
un planning défini. Mais moi, dans mon métier, c'est pas possible. C'est le client qui m'appelle quand il y a besoin, quoi. Oui, il faut noter ce frein que vous avez à développer l'entreprise BJ Drone. C'est ça, hein, Benjamin? Oui, parce que sans ça, à l'heure actuelle, c'est mon beau-père qui m'accompagne pour réaliser ses prestations. Mais s'il ne serait pas là, et puis aussi, comme je dis, j'ai pas passé un diplôme, travailler pendant des années pour qu'il reste dans un placard, quoi. Oui. Je vais me battre pour réussir à trouver une solution. Oui, parce qu'en plus, l'avantage de cette activité, ça vous offrirait vraiment une vie sociale. Vous l'avez vraiment souligné lorsqu'on a parlé ensemble. Oui, c'est ça, avoir du monde, expliquer mon expérience. Puis c'est important aussi. Puis je ne fais pas ça que pour moi, puis ça pour les autres. Parce que les autres, s'ils veulent passer le diplôme et puis qu'ils ne peuvent pas l'utiliser, c'est pas la peine de le passer. Je dis sincèrement. Vous êtes aussi un exemple pour plein de monde comme Cécilia et Carole et bientôt Tony, vous allez voir. Oui, c'est ça. Okay. Et après, je voulais aussi solliciter les partenariats. Je remercie l'APF France Handicap d'avoir créé cette école, puis aussi l'école des têtes en l'air, qui a un projet énorme, quoi. Et je tiens aussi à souligner l'accompagnement que vous avez eu de Christophe Lamoury, c'est ça, que j'ai eu au téléphone et qui a parlé de vous avec beaucoup d'emphase. Il fait aussi un travail... C'était votre instructeur? Oui, c'est ça. Il n'aime pas qu'on parle de lui, mais c'est grâce aussi à lui tout ça qui existe. Est-ce qu'il est là? Ah non, il n'est pas là? Ah, dommage. Sinon, ok, je vais me poser plein de questions. Merci, Benjamin. Est-ce que vous voulez ajouter autre chose? Non, mais ça va. Ça va pour l'instant, mais peut-être que dans la salle, il y en aura tout à l'heure, juste après. Merci infiniment, Benjamin. Poursuivons. Et rappelez-vous que vous aurez un temps d'échange, donc réservez vraiment tous vos témoignages, toutes vos questions et commentaires à l'issue du témoignage. Je me tourne vers Tony Antunes. C'est ça? Oui. Bienvenue, Tony. Je reprends mes petites notes. Vous aussi, vous êtes président d'un CVS. Lequel? Le CVS du site Maléco de Fives. De l'île Fives. De l'île Fives, oui. En quoi consiste à vous vos missions? Vous êtes un peu l'homologue de Cécilia dans votre structure. Oui. Je dois animer des réunions. Et comme par exemple des groupes de parole, c'est des réunions avec les travailleurs et leurs moniteurs référents d'atelier face aux élus et l'accompagnateur qui s'occupe du conseil de vie sociale. Ça prend pas mal de temps. Ça prend pas mal de temps et ça se déroule les mercredis matins et parfois les vendredis après-midi et d'autres fois le vendredi après-midi. Ça prend du temps parce qu'il y a aussi de la préparation. Il y a de la c'est de la préparation pour préparer l'ordre du jour pour la réunion CVS qui suit. Et après, à la réunion CVS, il y a des participants comme la directrice, l'administratrice, le représentant des familles, le représentant des professionnels et les élus du CVS et l'accompagnateur. Tony Antunes, ça vous plaît d'être un acteur plus qu'un usager? Oui. Pourquoi? Parce que j'aime bien ça. Pourquoi? Je vous embête. Qu'est-ce qui vous plaît dans tout ça? L'action? L'action, oui. Être utile?
être utile pour moi-même et pour les autres. Et vous faites pas mal d'autres choses, du sport. Ouais, je fais du sport aussi avec les AT, mais en tant que soutien le jeudi matin. Je suis aussi, je travaille dans un atelier de transcripteur FALC. Voilà, facile à lire et à comprendre, c'est ça. Avec le FALC, c'est des documents que le client il nous ramène des documents avec des mots compliqués. Que moi et mes collègues transcripteurs, on doit simplifier le texte avec des mots simples pour les personnes qui ont des problèmes, qui ont du mal avec la lecture. Ouais. Et sur la droite du texte, il y a des pictogrammes qui servent comme image pour les personnes, pour les personnes malvoyantes, pour les personnes en difficulté de vision. Oui. Ça fait beaucoup d'engagement de votre part. Oui. Et vous constatez aussi que vos camarades, vos amis, vos collègues sont très assidus, comme vous. Oui. C'est une fierté? C'est une fierté pour moi et pour l'ensemble de mes collègues aussi. Pourquoi avoir accepté de venir à cette table ronde-là, cet après-midi, avec nous? Parce que j'aime bien venir à ces tables rondes comme ça. Okay. Oui, mais encore, alors? Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai accepté... c'est l'ARS qui me l'avait proposé. Et j'ai accepté tout de suite. Tout de suite, voilà, exactement. Et je remercie Sébastien aussi. Okay. Merci beaucoup Tony. Alors, je vais peut-être demander tout de suite à Denis Piveteau un premier... Merci, oui, on peut l'applaudir, pardonnez-moi. Merci. À Denis Piveteau, une première réaction après avoir entendu ces témoignages entre guillemets à chaud, et ensuite, promis, je vous donne la parole. Denis Piveteau. Alors, à chaud aussi, mais oui. D'ailleurs, on est saisi aussi par des dimensions d'émotion. Oui. On parle de l'intelligence émotionnelle. C'est quelque chose qu'il faut qu'on soit en capacité de développer, y compris dans une relation professionnelle. Et on voit bien dans les échanges que nous avons là autour de cette table, il n'y a pas que Cécilia, il n'y a pas que vous qui avez essuyé une larme. On est saisi sur plusieurs registres d'échanges, et je trouve qu'il faut savoir s'arrêter aussi là-dessus. Même quand on est un professionnel, avec tout ce qu'on apprend de la nécessaire distance professionnelle, l'intelligence émotionnelle, elle est réveillée par une certaine qualité comme ça, de communication humaine, simplement humaine. Voilà. Donc on entre dans une densité d'échanges sur laquelle ça vaut la peine de s'arrêter. Première remarque. Deuxième remarque, ça pulvérise quand même les mots qui font mal. Vous savez, il y a toujours des débats autour de prise en charge, accompagnement. Est-ce qu'on doit dire prise en charge? On doit dire non, prise en charge. Mais on se dit usager. Alors, usager aussi, Guillaume Alexandre disait tout ce matin qu'il n'aimait pas le mot. Vous voyez bien, les personnes qui s'expriment là devant vous, sur cette table ronde, vous n'allez pas dire que c'est des usagers qu'on doit prendre en charge, quoi. Enfin, c'est juste impossible. On comprend que ces mots n'ont pas de sens. Bon. Sauf si, comme Benjamin, on est un usager du service qui fait passer les permis de vol de drone, comme pour tout le monde. Alors on est un usager, comme n'importe qui dans la rue est un usager du service public, est un usager de la voie publique, est un usager des transports en commun, que sais-je. Voilà. Donc on est tous des usagers, mais on n'est pas des usagers du médico-social. On est des usagers de la cité, comme tous les usagers. Ça, c'est la deuxième remarque. La dernière remarque, je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Tony Antunes à l'instant. On voit que ce qui compte pour la citoyenneté, c'est une journée consacrée au droit. Qui dit droit dit citoyenneté. C'est pas simplement de pouvoir compter sur. Ce matin, on a beaucoup parlé d'est-ce qu'on peut compter sur la solidarité nationale, est-ce qu'on peut compter sur des soutiens financiers suffisants, c'est très important. Il faut aussi pouvoir compter pour les autres. Et voilà, beaucoup de sociologues se penchent aujourd'hui sur ces deux dimensions qui font la citoyenneté. Il faut pouvoir compter sur les autres, sinon il n'y a pas de solidarité,
il faut aussi pouvoir compter pour les autres, se sentir utile. Hein. Il faut que les autres aient besoin de vous et puissent vous l'exprimer. Voilà. Et je pense que cette table ronde l'a magnifiquement résumé. Mais la parole est évidemment à la salle. Merci beaucoup, Denis Piveteau. Peut-on éclairer la salle, effectivement, pour vous voir demander la parole, si vous le voulez, bien sûr. Les micros sont là, oui. Je crois, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a levé la main? Non, levez-vous pour l'on vous voit, si vous voulez vraiment prendre la parole. Non? Personne pour l'instant? Si. Présentez-vous également. Bonjour, Françoise Goblet. Je suis coprésidente de l'Inter-CVS 59 et je suis vice-présidente de la FNAPAF, c'est-à-dire la Fédération nationale des associations des aînés et de leurs familles. Je voulais d'abord féliciter tous les personnes là qui font partie du CVS parce qu'elles sont très très investies et merci pour elles. Merci aussi, je pense que pour qu'il y ait un investissement au CVS, il faut aussi qu'il y ait un management de la structure qui entraîne ça, parce qu'on voit trop, malheureusement, de CVS qui ne fonctionnent pas, parce que la direction des institutions ont peur de la réaction des résidents ou des personnes qui y vivent. Donc, félicitations. Nous, si vous voulez, en tant qu'Inter-CVS, ce qu'on veut, c'est essayer justement de pousser un petit peu les résidents, les familles à pouvoir s'exprimer en leur apportant quelques informations de comment ça passe un CVS. Parce que vous le faites très bien, mais on ne sait pas. Quand on arrive dans une institution, conseil de vie sociale, c'est quoi? On ne sait pas. Il y a des élections, quelquefois on y est, mais on n'est pas dans la puissance de ce qu'on voudrait être comme acteur, car on n'est pas formé à la manière de s'exprimer. Nous, ici, en Inter-CVS 59, on vient d'avoir une petite journée de formation avec l'URIOPS avec justement tout ce qui est les usagers en général, donc famille et résidents, pour essayer de comment s'exprimer en réunion, car c'est pas donné du tout. Donc je dis que pour qu'on soit acteur, il faut aussi qu'on puisse nous aider, et ça n'arrive pas, on ne demande qu'une chose, parce qu'on est content, on fait ça pour soi, pour les autres, mais si on n'est pas aidé, si on n'est pas poussé, on va pas du tout forcément y arriver, parce que l'institution a tendance à nous écraser quand même. Donc c'est pas facile. Donc c'est une première chose, je veux dire vraiment félicitations. Deuxièmement, je crois que c'est M. Piveteau qui disait, oui, le mot usager, bon, voilà. Le problème de usager, c'est que je pense que dans les personnes qui sont très handicapées ou très âgées, qui n'ont plus donc leurs fonctions cognitives qui peuvent aller, c'est que c'est les familles qui sont dans les usagers. Et les familles sont dans les aidants. Et je trouve qu'on oublie complètement les aidants. Parce que les familles, comment vont-elles pouvoir pousser leurs proches à être acteurs ou être acteurs à la place de leurs proches, et donc de prendre la citoyenneté aussi de leurs proches. Et je trouve que ça passe, on l'entend pas du tout assez souvent. Pour que le résident, pour que le malade, pour que l'handicapé puisse être acteur, il faut qu'il puisse être poussé, ou il faut qu'il puisse être un peu relayé. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Mais félicitations. Merci beaucoup pour ces propos. Y a-t-il d'autres interventions? Oui, présentez-vous. Bonjour à toutes et à tous, je suis Fernand Kevin. Suite à la première table ronde de ce matin pour parler de EPOP, je suis un intervenant père du projet de EPOP de Haute-France. Et aussi, comme Tony Antounès a parlé de tous ses actions, je suis un travailleur de l'ESA de FIF, un collègue de Tony Antounès. Juste pour vous dire que, voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. Génial, merci beaucoup d'être intervenu, de vous être présenté. J'ai un micro qui est demandé ici tout en bas, en face de moi, s'il n'y en a pas avant là-haut. Mais tout en bas, ici au deuxième rang, le micro va vous être apporté, madame. Et on a quelqu'un qui attend là-haut. Alors allez-y là-haut, et ensuite, madame, ce sera à vous. Présentez-vous, levez-vous. Oui, bonjour, je suis Elisabeth Corral, je suis représentante d'usagers à l'hôpital de Fourmies, dans le sud du département. Je suis médecin retraité. Oui. Et quand j'ai été nommée il y a déjà 2 mandats, j'ai été aussi élue présidente de la commission des usagers.
Et étant représentant d'usagers d'un hôpital qui avait un EHPAD, je me suis dit, c'est un service de l'hôpital, donc je suis aussi représentante des usagers de l'EHPAD. Et je suis allée, j'ai été invitée à un CVS, et je me suis rendu compte qu'il y avait très peu de familles, parce que les personnes qui étaient résidentes étaient très âgées, et étaient bien sûr isolées, bien souvent. Et nous avions quand même un président de CVS qui change vraiment très souvent, parce que, en raison de leur grand âge, ils sont souvent décédés avant d'aller au bout de leur mandat. Et en étant avec eux, j'ai pris un petit peu, pas le relais, mais j'ai essayé d'être incitative auprès d'eux, ceux qui avaient encore des fonctions cognitives qui fonctionnaient bien, et d'autres qu'on pouvait aider autrement, pour leur poser des questions, et ils se sont investis. Et quand ils ont des problèmes, ils font appel à nous, moi et mes 2 collègues, pour qu'on puisse les aider. Donc, toutes les réclamations, tout ce qu'ils demandent dans toutes les commissions, menus, animations, quand ils n'ont pas satisfaction, on remonte le tout à la commission des usagers et on en fait référence au directeur de l'hôpital jusqu'à ce qu'on ait satisfaction. Et je pense que au début, on nous a dit, mais enfin, attendez, vous êtes représentant d'usagers, mais dans les EHPAD, non. On a dit, si, pour nous, c'est un service de l'hôpital, donc on s'investit et on a continué, et maintenant, on incite beaucoup les représentants d'usagers à pouvoir avoir une activité dans les EHPAD. Bien sûr, qui sont des EHPAD publics attachés à un hôpital. Et d'autre part, c'est une expérience aussi qu'on a vécue, c'est avec le service de psychiatrie de l'hôpital, avec le GEM de notre ville aussi. On a travaillé pendant 1 an en commission des usagers pour pouvoir mettre en place un médiateur santé-père en psychiatrie. Et on a eu très récemment la réponse de l'ARS qui vraiment regarde de très près le bilan financier. Et je pense qu'on a beaucoup de chance d'avoir un formateur. Sa formation va être prise en charge et nous aurons un médiateur santé-père en psychiatrie qui est quand même un gros point, étant donné les difficultés des services de psychiatrie dans notre région. Voilà, c'est simplement une expérience que je vis au quotidien, que je voulais transmettre. Très très bien, merci à vous de l'avoir fait également. Madame, nous vous écoutons. Bonjour, je suis donc Marie-Christine Moncomble, je suis représentante des usagers depuis de nombreuses années et depuis quelques années, avec, il y a d'autres collègues des établissements où je siège, justement, on a mis en place des commissions spéciales pour le handicap. Parce que je dis toujours, on a beaucoup de chance quand on ne connaît pas le handicap, que le handicap, c'est la double peine, surtout pour les soins, parce qu'on fait attendre les gens et tout. Et je crois que notre rôle, c'est surtout, et sur les établissements où je siège, avec des collègues qui pourront dire, comme Madame Tricard, qui s'est expliquée, et on a remarqué aussi que pour des mamans qui accouchaient, il n'y avait rien à leur taille. Et c'est Madame Tricard on lui a demandé d'aller dans les chambres parce qu'il y a des entrepreneurs, on leur demande de faire des travaux, mais le handicap, non. Donc c'est très très lourd, bien sûr, on le sait. C'est comme, je siège aussi à l'Éducation nationale où je mets toujours en avant l'enfant qui n'est pas accueilli, surtout. Et je dis heureusement qu'on a la Belgique à côté. Parce que ça, c'est grave, que on vous dit toujours, même le directeur de l'Éducation nationale qui vous dit toujours, oui, on accueille tout le monde. Pourquoi on accueille tout le monde? Non, ça, c'est pas vrai. Donc, je pense qu'il faut le dire, mais on est surtout, et je reviens en tant que RU, on a été précurseur pour qu'il y ait tout de même le handicap, et maintenant on a des commissions et chaque établissement a un référent handicap. Et alors on fait, moi j'ai aussi eu une personne qui était aveugle et on fait le parcours patient-traceur, donc depuis le début jusqu'à la fin, comment elle avait été accueillie, comment ça avait été tout son séjour à l'hôpital. Et Madame Tricard en ce moment, elle a aussi quelqu'un qui est malentendant et que il faut aider, et il y a des outils, et il y a des boîtes à outils maintenant dans les hôpitaux. Voilà. Merci à vous d'avoir dit toutes ces informations précieuses, complétées. Qui a demandé la parole? Y a-t-il d'autres prises de parole? Est-ce que je vois bien? Non, il n'y a pas de micro demandé.
Personne? Vous me voyez? Tu vois Cécilia, s'il y a quelqu'un là? Non. Bon. Alors, cela veut dire que vous voulez qu'on passe à la troisième table ronde, mais peut-être Denis Piveteau pour conclure cette table aussi. Il y a juste un mot, parce que du coup, les interventions des uns et des autres me poussent à réagir. Je vais vous livrer une autre réflexion. Vous savez, on entend beaucoup parler de la désinstitutionnalisation. Voilà. D'ailleurs, c'est un bon exercice d'orthophonie. Il faut arriver à le dire très vite. Voilà. Et donc, une interpellation des institutions médico-sociales. On leur dit, mais si on veut que les personnes puissent prendre toute leur place dans la cité, il faut qu'elles sortent de l'institution. Alors, à ça, il y a beaucoup de réponses à apporter. La première, c'est qu'effectivement, il faut que les institutions sachent ne pas être des obstacles à la participation des personnes qu'elles accompagnent. À titre personnel, je pense que ça veut dire qu'il faut que les équipes soient encore plus cohérentes. On a vu, quand Cécilia s'exprimait, le travail d'équipe que ça suppose autour d'un projet partagé entre une personne et ses accompagnants, que d'apprendre à parler en public. Bon. Donc je pense qu'il faut que les équipes soient encore plus cohérentes. En quelque sorte, quelquefois je dis qu'il faut qu'il y ait plus d'institutionnalisation des professionnels pour qu'ils forment une équipe très cohérente, capable de s'adapter à des environnements et à des projets de vie très différents, si on veut que les personnes ne soient pas enfermées dans un environnement institutionnel qui les briderait. Et je me dis aussi, c'est ce qui a été dit, Madame, vous dites sur le représentant de l'Inter-CVS 59, on se dit... Une institution qui veut se désinstitutionnaliser, il faut qu'elle réfléchisse à son CVS et à la façon dont elle, pas seulement dont elle le fait vivre, dont elle parvient à lui donner du dynamisme, quelque chose qui soit vraiment porteur, mais on dit quelquefois, au fond, l'établissement fonctionne et comme il fonctionne, il faut qu'il y ait un CVS dedans, bon, parce que c'est la loi. Un établissement désinstitutionnalisé, c'est un établissement qui existe pour qu'il y ait un CVS. Le CVS, c'est le projet. Ça fait partie du projet. Voilà. CVS, ce n'est pas un truc obligatoire pour que l'établissement fonctionne sur autre chose. Ça fait partie du projet même de l'établissement que de faire fonctionner son CVS. Voilà. Parce que ça fait partie du projet de vie des personnes qu'on accompagne que d'avoir une expression. Et si on veut qu'elles aient une expression dans la vie ordinaire, dans la vie de tous les jours, qu'elles puissent créer des entreprises, qu'elles puissent gérer des budgets, voilà, il faut qu'elles apprennent à cette expression dans des cercles, dans leurs cercles de proximité, dans les cercles où elles vivent au quotidien. Bon, voilà. Le CVS, c'est un élément du projet. Tant que le CVS n'est pas un élément du projet, ce n'est pas un vrai CVS. Voilà. Et c'est ça une institution qui se désinstitutionnalise. Voilà, c'était la réflexion que je voulais vous livrer à ce stade. Merci beaucoup, Denis Piveteau. Je vous invite tous, sauf Denis Piveteau, à rejoindre la salle pour pouvoir... merci à tous nos intervenants de cette table ronde pour pouvoir... Bravo, Carole. Ça va? Tu peux rejoindre? Oui, bien sûr, quand on t'a... Oui, bien sûr. Il faut que quelqu'un... Il faut rallumer le fauteuil de Benjamin? C'est ça? Ok, on va te rallumer le fauteuil. Et je vous propose de visualiser le deuxième dessin, donc réalisé par Éléonore Tranchant. On va vous le présenter dans quelques instants, qui synthétise cette deuxième table ronde. Voilà, le voici. Je vous laisse le découvrir, le photographier, l'enregistrer, le conserver précieusement. Alors, pouvez-vous... Je vais te donner le micro. Explique-le-nous. Oui, merci beaucoup. Donc déjà, un grand merci aux intervenants et intervenantes. J'ai essayé de faire des petits portraits, mais je vous voyais de profil, voire même un peu de dos. Donc, soyez pas trop... soyez un peu indulgents avec moi, s'il vous plaît, sur les portraits. Ce que j'ai retenu, notamment sur la question du CVS, oui, c'est que le rôle, c'était de représenter la voix des élèves et donc d'être un peu porte-parole des différents avis et d'ensuite pouvoir réunir les différentes personnes pour partager les décisions qui ont été prises avec notamment la direction.
Il y avait également des activités un peu plus spécifiques, comme par exemple de pouvoir participer à la commission menu pour choisir les menus ou donner son avis. Donc là, j'ai mis, non, pas 2 fois des haricots, parce que voilà, c'était aussi pour dire qu'il y avait un avis sur la question des menus, mais ça peut être aussi sur l'organisation peut-être de l'espace, l'adaptation du rythme peut-être horaire. Et Cécilia qui participe également au conseil de discipline et qui fait attention à la question des droits. Exactement. Et j'ai mis le témoignage de Tony à côté, puisqu'il était également président de CVS. J'ai retenu la phrase « être acteur, c'est être utile à soi et être utile aux autres ». Et la transcription FALC, ça m'a pas mal parlé, parce que c'est aussi un peu ce que j'essaye de faire. Alors je crois que c'est très loin du FALC, pardonnez-moi, mais en tout cas l'idée de pouvoir faire en sorte que des documents complexes deviennent plus simples. C'est aussi un enjeu de facilitation. Sur le témoignage de Benjamin, que j'ai trouvé très touchant aussi, sur voilà, son rêve qui devient réalité, puis le vol qui lui permet aussi d'oublier son handicap. Et également le témoignage touchant de Carole. Et ce que j'ai retenu du groupe d'entraide mutuelle, c'est cette question de l'autodétermination, donc d'accompagner les personnes à pouvoir faire leur propre choix. J'ai l'impression que c'était vraiment l'élément central. Et la question de l'entraide, de la bienveillance, de l'écoute, de faire ensemble et de pouvoir se soutenir. Voilà. Bravo, Éléonore Tranchant, pour cette deuxième table ronde. Comment je suis devenue acteur dans ma structure. Félicitations. On se retrouve pour la 3e table ronde qui va débuter maintenant. Je vais vous demander d'accueillir, s'il vous plaît, Narette Huche, Brigitte Léonard.